Bonjour, soyez les bienvenus dans ce chapitre Unité système, traitement et mémoire du module Introduction au système d'information. Je suis Sofiane Madli, l'instructeur de cette session. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais suivre le plan suivant. Et avant d'entamer le plan, je vais énumérer le but de ce chapitre. Donc, après étudier ce chapitre, vous devez être capable de comprendre les données et les programmes euh, de l'ordinateur, c'est-à-dire comment ils sont représentés. Et bien sûr, vous devez comprendre le système de codage de l'ordinateur. Voilà. Un deuxième point, c'est vous devez être capable d'expliquer les fonctions de base côté matériel des composants de l'ordinateur comme étant la machine ou ce qu'on appelle l'unité centrale, le CPU. Donc, le CPU, c'est le processeur. Le GPU, c'est ce qu'on appelle un processeur graphique. La mémoire, les bus et les cartes d'extension. Tout ce matériel existe sur ce qu'on appelle une carte mère de l'ordinateur ou de l'unité centrale. Et donc, on va vous donner les éléments de base concernant tous ces éléments-là. Un point 3, c'est comment les périphériques, on va décrire en fait les périphériques et les matériels qu'on peut ajouter sur les ordinateurs. Un quatrième point, vous devez être capable de comprendre le fonctionnement du processeur et les composants du mémoire de l'ordinateur. En fait, il y a deux types de mémoire. Et bien sûr, comment ça se passe le traitement des données au niveau de l'unité centrale. Voilà. Et bien sûr, un cinquième point, c'est on va voir des stratégies pour accélérer les opérations dans l'ordinateur, c'est-à-dire si quelqu'un a besoin d'améliorer la vitesse de l'ordinateur, comment on va choisir ces différents éléments. Après, on va énumérer certaines technologies de traitement qui pourraient être utilisées dans le futur de l'ordinateur. Donc, pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Donc, on va voir un aperçu sur le cours, la représentation des données et des programmes. On va voir aussi l'intérieur de l'unité centrale. On va voir comment ça fonctionne le processeur. Et bien sûr, on va étudier comment, bien sûr, améliorer les vitesses des ordinateurs dans notre choix des machines de ce type. Voilà. Donc, on va voir au début un aperçu sur ce qu'on appelle l'ordinateur. Dans le chapitre 1, on a vu l'ordinateur dans le réseau, etc. Et maintenant, on va étudier le composant ordinateur tel qu'il est, c'est-à-dire la partie surtout hardware. Donc ici, on va voir l'unité centrale d'un ordinateur qui s'apparaît comme une boîte noire. Et donc, à travers ce chapitre, vous allez avoir une idée sur les périphériques couramment trouvés à l'intérieur de cette unité centrale, comment ça fonctionne, donc la façon avec laquelle les données ils sont représentées sur l'ordinateur, donc la façon avec laquelle le processeur effectue le traitement des données, et bien sûr, les stratégies qu'on a déjà évoquées sur l'accélération de l'ordinateur. Donc, je vais commencer avec la représentation des données et du programme. Donc, actuellement, tous les ordinateurs actuels qu'on utilise souvent dans notre milieu, que ce soit qu'on a déjà vu le milieu familial, le milieu professionnel, etc., ce sont des ordinateurs numériques. Vous voyez, c'est le mot numérique. Donc, lorsqu'on parle de numérique, généralement, on parle de ce qu'on appelle du binaire. Voilà, 0 et 1. Et donc, puisque la plupart des ordinateurs ils sont numériques, comme j'ai dit, donc ils sont tous binaires. Lorsqu'on parle de mot binaire, c'est 0 et 1, c'est-à-dire il y a deux états, 0 et 1.
Et donc, il faut comprendre ces deux états. Donc, la première état, si on est à zéro, donc la machine elle est éteinte peut-être. Et si on est à 1, donc on a l'état allumé. Voilà. Et donc ici, le zéro, c'est quoi? Si on représente au parabole de langage, le zéro et le un, on l'appelle des bits. Vous voyez, c'est l'unité, la plus petite unité de données d'un ordinateur. Voilà. Donc, la plus petite unité de calcul au sein d'un ordinateur, c'est le bit. Mais il y a d'autres, hein. Il y a le bit, il y a les octets, il y a le kilo-octet, le méga, le téra, etc. Et tout ça, ça dépend du bit. Et donc, là, c'est l'unité le plus faible maillon, en fait, de calcul d'une machine. Et donc, les 8 bits, si je rassemble 8 bits, ou je le collecte 8 bits, je peux former un octet. Ou en anglais, on appelle ça byte. Généralement, vous allez entendre de bytes, kilobyte, mégabyte, terabyte, voilà. Et on peut bien sûr changer c'est-à-dire faire le basculement entre octet et bit. Donc, un octet, c'est 8 bits, tout simplement ça. Voilà, donc ici, vous avez les états. Donc, vous avez l'état 0, c'est off, vous voyez. Et 1, c'est la jonction, c'est connecté. Donc, on a 0 et 1. Donc, généralement, les ordinateurs représentent les programmes et les données à travers une variété de systèmes de codage binaire. Donc, on a beaucoup de ce codage binaire qu'on va utiliser. Donc, un codage binaire, c'est un rassemblement de 0 et 1, généralement. Et donc, ce système de codage utilisé, il dépend essentiellement des types de données à représenter. Donc, voilà, on a déjà parlé de ça. Donc, on a le plus petit maillon, c'est le bit. Et ici, on a un 2 3 4 5 6 7 8. Donc, 8 bits. Ces 8 bits, ils forment un octet. Et généralement, ce sont des 0 et 1. On n'a pas un autre chiffre. Donc, notre famille, il est constituée de 0 et 1 seulement. Mais bien sûr, comme j'ai dit, je peux former à partir de ces bits ou ces octets-là des kilobits. Vous voyez, c'est mi-octet. Kilobits, en fait, mégabytes, gigabytes, terabytes, vous voyez, petabytes, etc., etc. Donc, on va étudier le système de numérotation binaire qu'on a déjà vu. Il est constitué de 0 et 1. Euh, donc, le but, c'est de représenter tous les nombres possibles. Et donc, les ordinateurs ici, ils vont utiliser le binaire dans leur système de numérotation. Donc, on peut représenter des nombres. Et bien sûr, ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'effectuer des opérations de calcul mathématique. Voilà. Alors, à l'intérieur de l'ordinateur, on a plusieurs traitements et calculs. Et donc là, je peux faire des calculs mathématiques. Voilà. Comme étant, par exemple, ici, c'est des opérations. Voilà, par exemple, 6 fois 1, c'est 6. 1 fois 10, c'est 10. 2 fois 100, c'est 200. Toutes ces opérations mathématiques, on peut les rassembler à un calcul comme étant binaire. Vous voyez ici, par exemple, le 1, on peut le présenter sous forme binaire, c'est 2 à la puissance 0. Vous voyez? Et par exemple, ici, combien? Donc, on a 2 à la puissance 0, par exemple, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. C'est-à-dire, si on fait une écriture décimale, là, et là, c'est l'écriture binaire décimale. Le 4, c'est 2 à la puissance 2. Et le 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, le 2 à la puissance 3, c'est le chiffre 8. Voilà. Et donc, le 1, ici, lorsque je fais une écriture binaire, voilà, c'est le nombre binaire 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, je peux faire une multiplication. Ce 1, là, il va être multiplié par ce 1 là. Donc, 1 fois 1,
c'est 1. Donc, ce 0-là, il va être multiplié par ce 2-là, c'est 0. Ce 0-là, il sera multiplié par ce 4-là, va nous donner 0. Et ce 1-là, il va être multiplié par ce 8 et il va nous donner 8. Donc, l'équivalent en décimal, c'est, comme vous voyez ici, c'est le chiffre 9, en fait. Voilà. C'est juste une écriture pour voir la correspondance entre les 0 et les 1 sur le binaire et bien sûr les décimales dans une écriture informatique. Donc, les données numériques sont représentées par le système de numérotation binaire. Les données, ce qu'on a déjà vu, c'est les 0 et 1. Les données textuelles, si on a des textes, c'est aussi représenté par décodage binaire, par exemple, le décodage qu'on appelle ASCII. Voilà. Il y a aussi des codages ABCD, il y a des Unicode, voilà. Et donc, ces codes-là sont utilisés pour représenter tous les caractères qui peuvent apparaître dans les données textuelles, tels que, par exemple, les chiffres. Et donc, ici, c'est un codage binaire. En se basant sur un codage binaire, le ASCII, on va définir le ASCII ou autre, bien sûr. Donc, les codes ici sont représentés sous forme de caractères. Et ces caractères-là, dans les textes, ils vont être, ce sont des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux et des symboles. Voilà. Donc, le ASCII, c'est American Standard Code for Information Interchange, est un système de codage traditionnel utilisé par les ordinateurs personnels. C'est un codage à 7 chiffres, c'est-à-dire à 7 bits. Le code Extended Binary Code Decimal Interchange Code est développé par IBM, utilisé par les ordinateurs centraux. Bon, les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle les serveurs. Vous connaissez IBM, c'est un leader dans le domaine serveur, par exemple, dans le serveur, dans les banques, par exemple. On utilise souvent les solutions d'IBM. Et bien sûr, ici, comme vous voyez, il utilise un codage sur 8 bits. Voilà, la différence, c'est un seul bit, comme vous voyez. C'est un type de codage qu'on peut l'utiliser, c'est tout, hein. Par exemple, ici, il va vous donner un exemple. C'est-à-dire, si vous avez le 0, c'est-à-dire un caractère 0, en ASCII, il est représenté comme ça. Ouais, c'est la nomenclature, hein. C'est pas, c'est quelque chose de figé. C'est-à-dire donné par la nomenclature. C'est-à-dire, vous avez un 1, il est représenté comme ça. Un 2, il est représenté comme ça. Le dièse, il est représenté comme ça. Voilà. Il y a aussi la norme Unicode. C'est une norme de codage international universel conçue pour représenter les données textuelles écrites dans n'importe quelle ancienne ou moderne langue. Donc, il identifie de manière unique chaque caractère à l'aide de 0 et de 1. Il remplace rapidement l'ASCII. Voilà. Donc, généralement, il est utilisé par les navigateurs web, les pages web, les applications web, et aussi il est utilisé par des logiciels comme le Microsoft Windows, le macOS, le Microsoft Office. Donc, ici, donc, c'est le résultat de ce Unicode, c'est-à-dire on peut l'utiliser partout dans le monde avec le même résultat et sans aucune ambiguïté. C'est plus populaire ici, le programme Unicode. Voilà. Voilà, donc ici, par exemple, un caractère en chinois, c'est le même caractère donc, en grec, en hébreu, en russie, en, en pharik tibétain. Donc, c'est le même caractère. Il est pour chaque langue. Pour les Chinois, il est utilisé comme ça, pour les Russes comme ça, pour les Grecs comme ça, etc. Donc, il y a d'autres types de données. Il y a les données graphiques, comme vous voyez. Donc, ils sont constitués d'images fixes
Et donc ici, la méthode de stockage se présente sous la forme d'une image bitmap ou une image composée d'une grille de points. On appelle ça Excel. C'est-à-dire ici, l'idée, c'est-à-dire comment sauvegarder l'image sur votre système, hein. Par exemple, le texte, on utilise le code ASCII. Si on a une image, on appelle ça l'image, elle est constituée par 10 points. Et ces points-là, on appelle les pixels. Voilà. Et donc, aussi, les couleurs affichées à chaque pixel est représenté par une combinaison de 0 et 1. Le bit 1 s'affiche en blanc, le bit 0 s'affiche en noir. Le nombre de bits requis pour stocker le sauvegarde de chaque couleur, il varie de 1 à 24. Voilà, il y a d'autres couleurs, ça, nécessairement dans une image. Et donc, on va les coder. Voilà, c'est le système qui va faire ça, juste pour comprendre la notion du bit, du 0. Et donc, ces images-là nécessitent qu'un monochrome, ne nécessitent qu'un seul bit d'espace de stockage par pixel. Les images avec plus de deux couleurs peuvent être utilisées de 2, 4 bits à 24 bits. Le nombre de bits utilisés pour chaque pixel, il dépend du type d'image sauvegardée parce que il y a de netteté, on appelle ça, et il y a plusieurs couleurs, il y a des couleurs plus nettes que les autres, et donc ici, on définit ça par les pixels. Voilà. Par exemple, ici, vous avez un point, une image qui est définie par six couleurs. Et là, le pixel est représenté par 1, 1, 0, c'est 4 bits. Là, c'est 8 bits. Là, ouais, c'est 6 millions de couleurs. Et voilà, on n'est pas assez clair parce que c'est juste une photo, hein. Et bien sûr, plus on a de pixels, plus on a d'une bonne image. Donc, la qualité d'image, il est défini en fonction du nombre de pixels représentés ou le nombre de bits dans lequel le pixel il est représenté. C'est très important. Il y a aussi les données audio. Donc, les données audio, donc, ce sont des données comme les données graphiques, les données audio, telles qu'en chanson, par exemple, ou ce sont des personnes qui parlent, doivent être sous forme numérique afin d'être stockées sur un support, c'est-à-dire numérique, bien sûr, ou traité par l'ordinateur. Vous voyez, comme vous savez que le support, le audio, lorsqu'on parle, par exemple, maintenant, je suis en train de parler, et donc mon son, il est analogique, mais elle est traitée à l'intérieur de l'ordinateur, hein, par le micro, et après, une chaîne, le micro, c'est une chaîne analogique, voilà, qui va récupérer mon son, et il va le traiter avec ce qu'on appelle une carte son, qui va numériser mon son et bien sûr peut-être sauvegarder sur l'ordinateur. Voilà. Donc ici, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Pour convertir le son analogique en son numérique, comme j'ai dit, mon son c'est analogique. Et donc, on travaille avec ce qu'on appelle le principe d'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est très simple. Donc, ici, on peut aller définir, c'est un théorème en télécommunication qui s'appelle de Shannon. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il dit que il ne faut pas aller sauvegarder tout euh, le signal, voilà, c'est-à-dire tout le son. Donc, à travers un échantillonnage bien déterminé, vous pouvez récupérer le son original. Et c'est ça, hein. Et donc, ici, bien sûr, si j'augmente le nombre d'échantillons, je suis à l'origine. Et avec ce théorème-là, qui s'appelle le théorème de Shannon, Monsieur Shannon, c'est en 1948, hein, ce théorème-là, il a été apparu. Il dit que on peut récupérer le signal d'origine avec une quantité d'échantillons qu'on va lui prélever chaque seconde. Voilà. Comme ça, la tour ici, c'est on va pas sauvegarder tout le signal d'origine, mais on va sauvegarder les échantillons. Et comme ça, je vais réduire
la taille du signal d'origine, comme vous savez, hein. Et ça, c'est un gain, hein. Pour nous, c'est un gain, donc, un gain en termes de stockage. Donc ici, il te dit que les échantillons sont lus dans le bon ordre. Voilà. Et recréer le son, comme j'ai dit, de la voix ou de la musique. Voilà. Les fichiers audio occupent beaucoup d'espace de stockage pour une chanson stéréo de 3 minutes. Les données sont généralement compressées. Donc, il y a la compression. Comme vous savez, la compression, c'est un moyen de réduire l'espace parce que dans certains cas, je souffre que la taille est très grande. Et donc, l'idée de la compression, c'est d'éliminer les bits supplémentaires qui n'ont aucune interaction ou n'influent pas sur la qualité de son. Voilà. Donc, on peut le réduire à travers des logiciels bien spécifiques pour la compression. Voilà. Donc, il y a aussi les données audio, telles que les films personnels, les courts-métrages ou les longs-métrages, les vidéos, les émissions à la télévision. Tout ça, ce sont des vidéos qui sont affichées à l'ensemble des images. Et donc, ici, on parle de la concaténation des images qui forment, bien sûr, ce qu'on appelle le vidéo. Bien sûr, l'image, elle contient une image fixe, bien sûr. Bien sûr, les vidéos aussi peuvent être compressées pour réduire sa taille. Comme vous savez que la taille des vidéos, c'est plus grande que la taille des images, hein. La vidéo, c'est toujours, il est gourmand en termes de capacité. Donc ici, tout comme les membres, les textes, les données multimédia, comme j'ai dit, les images, les vidéos, les logiciels, ils sont tout ça. Vous voyez, ils sont quelque part, ils sont représentés par des zéros et un. Mais même à travers les codes ASCII, les autres codes de codage, etc. Derrière, l'unité de base, c'est des 0 et 1. Et donc, ici, donc l'ordinateur, avant qu'un ordinateur puisse exécuter une instruction de programme, il doit convertir l'instruction en code binaire appelé code langage machine. Donc, la langage machine, c'est le code binaire. Et donc, l'instruction machine, elle ressemble à une chaîne donc, sans signification de 0 et 1 exactement, hein. Donc, voilà. Donc, ici, cette première partie, c'est à propos des 0 et 1, le codage binaire. Donc, c'est une introduction sur le codage utilisé par la machine. Donc, maintenant, on va étudier l'intérieur de la machine centrale. Donc, l'unité centrale est un boîtier principal le boîtier principal de l'ordinateur. Voilà, donc peut-être c'est là la forme rectangulaire que vous voyez. Il est ce système-là, ou l'unité centrale, ou l'unité du système, on peut le trouver sur les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils mobiles. Et bien sûr, il y a la différence de taille, hein. C'est pas la même taille qu'un ordinateur portable ou un ordinateur fixe que la tablette et l'appareil mobile. Donc, qu'est-ce qu'il contient de cet appareil? Il contient un ou plusieurs processeurs, ce qu'on appelle le CPU. Il y a différents types de mémoire. Il y a des interfaces. Bon, les interfaces, c'est pour connecter ou déconnecter, par exemple, des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. Voilà, les interfaces ou d'autres composants. Et donc, tout ça, ils sont tous connectés via des ensembles de fils appelés bus sur la carte mère. Donc, tout ça, les processeurs, les mémoires, la communication entre les deux est faite par des bus sur une carte mère. La carte mère, en fait, c'est la carte électronique de l'unité centrale. Donc, voilà, un format éclaté du PC ou de l'unité centrale, voilà.
grosso modo, c'est ça la unité centrale. Il y a en vert ici, c'est la carte graphique. Oh, désolé, c'est la carte mère. Et là, c'est les différents composants. Par exemple, ici, il va te ficher quelque chose. Il y a une chipset ici, comme vous voyez en noir. C'est le CPU. Il y a aussi, voilà, ici, c'est la carte en vert. C'est la carte mère. Ici, ce sont les barrettes mémoire, comme vous voyez, sont horizontales, là. Ici, c'est les cartes mères, ils sont interconnectés horizontalement, module de mémoire. Il y a des fontes de mémoire. Bon, à travers ces fontes, je peux, par exemple, changer cette mémoire-là. Donc, je peux le récupérer, le modifier. Par exemple, j'ai 4 Go de RAM, je peux ajouter d'autres modules ou d'autres slots. Il y a aussi les disques durs. Comme vous voyez, ce disque-là est gris. C'est interconnecté quelque part par une alimentation, etc. Il y a le B de lecteur. Bon, c'est là où je vais mettre mon lecteur, que ce soit un lecteur DVD. Il y a les ports, le mémoire carte, les cartes, les mémoires, les ports USB. Il y a un ventilateur à l'intérieur pour le refroidissement. Il y a une source de courant ou de l'alimentation. Et il y a d'autres. Vous voyez ici, ce sont des slots de cartes qui sont vides, mais dans lesquels je peux ajouter d'autres fontes ou d'autres cartes d'extension à ma machine. Donc ici, la carte, c'est un circuit imprimé, comme vous voyez ici. C'est un circuit imprimé dans lequel je vais mettre euh, des, des composants. Donc ici, la puce informatique sont de très petits morceaux de silicium, c'est du silice, qui contient des circuits intégrés. Un circuit intégré comme ça. Voilà, ce sont des circuits intégrés tous. Voilà. Donc la carte de circuit imprimé à l'intérieur, elle s'appelle la carte mère. Tous les appareils utilisés avec un ordinateur doivent être connectés via un câble ou une connexion sans fil à la carte mère. Par exemple, si j'ai par exemple un haut-parleur, un micro externe, donc il y a nécessairement un branchement. Sinon, par exemple, j'ai un point d'accès. Voilà, il va communiquer entre la machine et votre point d'accès d'Internet, donc peut-être sans fil. Voilà. Les ports ici sont, il y a plusieurs types de ports. Ils sont tous intégrés à la carte mère, c'est-à-dire fixés à la carte mère, soit créés via une carte d'extension, insérée par un connecteur d'extension. On a déjà vu des connecteurs d'expansion ou autre. Donc, les périphériques externes sans fil, comme j'ai dit, ils utilisent du matériel récepteur comme le point d'accès sans fil là, pour se connecter à Internet. Donc, on parle ici de l'alimentation et les bits de lecteur. Donc, les ordinateurs personnels se branchent sur une prise électrique standard. Donc, il faut une prise pour l'alimentation quelque part. L'alimentation à l'intérieur de l'ordinateur se connecte à la carte mère, nécessairement puisqu'on a des composants électroniques, donc on a besoin d'une alimentation. Et à travers cette alimentation-là, je vais bien sûr allumer ces différents composants. Dans certains cas, si je parle des ordinateurs portables, ils contiennent une batterie rechargeable pour alimenter l'ordinateur. Donc aussi, si on parle de la mobilité ou les appareils mobiles sont également chargés via une prise de courant. D'autres se connectent sur un chargeur d'ordinateur. La plupart des ordinateurs ils utilisent un baie de lecteur à l'intérieur de l'unité centrale. Mais actuellement, pour les PC modèles, on n'a pas ce lecteur, hein, donc à ignorer dans certaines machines si vous avez, par exemple, sur ma machine locale, je n'ai pas de lecteur de baie. Les périphériques de stockage, c'est dans les disques à l'intérieur de l'unité centrale, ils sont connectés via un câble à la carte mère. On a déjà vu les fils de câble. Les périphériques de stockage avec des supports amovibles
Voilà. Tout ça, c'est pour mémoire, par exemple. Va être inséré ou retiré à partir d'un lecteur bien déterminé qui est déjà connecté à l'unité centrale. Et aussi, les périphériques de stockage ne sont pas utilisés conjointement avec des supports de stockage amovibles, ne sont pas visibles à l'extérieur de l'unité centrale. Voilà. Voilà. Donc ici, les disques à l'interne ne sont pas visibles de l'extérieur. Exemple ici, si je parle du processeur, les processeurs, c'est l'unité de traitement des informations. Tout se passe par ce processeur. Par exemple, ici, Intel. Voilà, Intel, c'est un fabricant géant des composants semi-conducteurs ou ce qu'on appelle ces chipsets-là. Donc ici, il y a différents types, hein. Par exemple, ici, il y a quatre cœurs. Donc, il y a quatre cœurs. C'est comme étant quatre processeurs, mais embarqués, hein. C'est sur le même processeur. Donc, il y a processeur module, un autre type, hein, c'est de ARM Cortex. Il y a NVIDIA. Voilà. Et ça dépend. Donc, vous voyez ici, donc, ça dépend. On parle ici du type de CPU, serveur, bureau, parce qu'on a déjà vu, hein, ça dépend de la machine. On va utiliser le composant en interne. Donc, ici, il y a Intel Core i7, Intel Core i7 Mobile, ARM Cortex A9. Le nombre de cœurs, il varie de 6 à 10, 4 à 16, 1 et 2, ça dépend. Et tout ça, il va influer sur qu'on appelle la vitesse. Vous voyez ici, elle peut atteindre dans certains cas le 3,5 ou le 4,2 GHz. Ici, 3,5 GHz. Donc, la vitesse, elle est grande. Donc, on a une bonne vitesse et une rapidité au niveau de la machine. Et on définit aussi la mémoire cache sur ce CPU-là. Donc, on a environ, par exemple, sur cette machine, on a 22, 16 mégabytes. Mais sur le serveur, on a une mémoire très importante, 30 mégas. L'utilité ici de la mémoire cache, c'est-à-dire dans certains cas, on a la mémoire de la machine, elle est pleine. Et donc, la machine, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va utiliser cette mémoire cache pour faire du traitement supplémentaire. Vous voyez? Et donc, sur le serveur, puisque toujours les serveurs, on a plus d'informations attributées, il va travailler 24 sur 24, toute la semaine, pendant 365 jours. Et donc, il y a plus de temps calcul que les machines de bureau, etc. Donc, si on définit les processeurs, donc on va définir la vitesse de traitement, c'est la mesure de la vitesse de traitement du processeur. Voilà, j'ai dit la vitesse d'horloge qui est exprimée en MHz ou en GHz. Voilà. Donc, c'est un critère important, très important dans le choix des machines, hein. Par exemple, si vous voyez, par exemple, l'historique de vitesse, donc ici, les processeurs des premiers ordinateurs personnels en moins de 5 MHz. Actuellement, aujourd'hui, c'est environ 4 GHz. Sur les machines, bien sûr, personnelles, hein, c'est pas des serveurs. Donc ici, c'est un facteur important pour le choix. Donc aujourd'hui, les ordinateurs sont classés moins en fonction de vitesse d'horloge et vitesse de traitement. Et bien sûr, vous pouvez faire des tests de performance, hein. Donc, on peut exécuter une série de programmes sur plusieurs systèmes informatiques identiques, voilà, pour voir la capacité et la performance de la machine. Un mot informatique est la quantité de données qu'un processeur peut manipuler à la fois. C'est-à-dire le processeur, combien, on parle ici de traitement serial parallèle, hein, parce qu'il va faire des instructions, il va traiter les instructions un par un ou en parallèle. Voilà. Donc, ils sont mesurés en bits ou en octets. Donc, il y a des processeurs dans 2 bits. Il y a des processeurs 64 bits.
Et comme vous voyez, hein, le 64 bits, il va traiter plus d'informations, c'est le double, vous voyez. Donc ici, comme vous voyez, si la taille est plus grande, donc c'est un traitement plus rapide. On parle aussi de la mémoire cache, comme j'ai dit. La mémoire cache, il est très souvent on l'utilise pour c'est pour renforcer le calcul au niveau des mémoires du PC ou de la machine. Donc, une partie de la mémoire cache était une mémoire cache externe, c'était à proximité du processeur. Voilà. Il y a le cache du niveau 1, il y a le cache du niveau 2, il y a dans certains caches du niveau 3. Et maintenant, on va parler du bus. Le bus, c'est quoi? Et en fait, ce sont des canaux qu'on peut les définir en silice qui va aider la communication entre le processeur et la mémoire. Et donc, généralement, dans le mémoire, on va traiter les informations. Voilà. Donc, on peut sauvegarder les informations dans la mémoire, même de façon temporaire. Et l'exécution est faite par le CPU. Voilà. Donc, il y a du bus de taille 8, de 16 bits. Et bien sûr, si la taille il est grande, donc le traitement, ça sera plus efficace et la vitesse est plus rapide, bien sûr. On parle maintenant de la mémoire, donc il y aura la mémoire vive, la RAM, on appelle ça la RAM. En fait, ce sont des blocs de données qu'on va les sauvegarder quelque part dans une mémoire, hein. Cette mémoire, elle travaille par ce qu'on appelle des adresses. C'est comme un building. Vous voyez ici, c'est comme étant un bâtiment avec des cases mémoire. Case 1, 2, 3, 4, etc. Et chaque case, elle a une adresse. Voilà. Donc, les données sont sauvegardées où? Dans ces champs-là. Voilà. On a parlé au début de la barrette des mémoires. Ce sont des barrettes extensibles qu'on peut le modifier à chaque moment. On a parlé aussi des registres. Donc, ce sont des mémoires à haute vitesse intégrées avec le CPU. Ils sont très rapides, utilisés pour stocker temporairement les données et les résultats intermédiaires pendant le traitement. Donc, toujours, la plupart des processeurs contiennent plusieurs registres. Donc, tant que le registre est plus grand, tant qu'on a une augmentation de la performance des processeurs. Et on a deux types de mémoire. On a dit la RAM et le ROM, donc Read-Only Memory. Et le ROM ici, un programme, c'est une mémoire dans laquelle il y a la sauvegarde des programmes informatiques qui sont sauvegardés en permanence, c'est-à-dire ne sont pas volatiles. Vous voyez? Et donc, ces puces se sont attachées à la carte mère du système de votre ordinateur et les données. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on sauvegarde dans dans ce ROM-là? On sauvegarde généralement ce qu'on appelle les fichiers système. C'est-à-dire, lorsque votre PC est en cours de démarrage, ce qu'on appelle le boot, les programmes de démarrage ils sont sauvegardés quelque part dans ce mémoire RAM. Voilà. Et donc, ils sont tous en lecture seule, hein. Donc, on ne va pas sauvegarder les informations dans ce RAM-là. C'est juste, par exemple, Microsoft, c'est elle le responsable pour le sauvegarde, en fait. Ce sont des fichiers pour le système qui sont sauvegardés dans cette mémoire. Il y a aussi, voilà, les instructions permanentes. Il y a la mémoire flash se compose de puces de mémoire non volatiles qui peut être utilisées pour le stockage de l'ordinateur ou de l'utilisateur. Actuellement, ont commencé à utiliser le flash
à la place du ROM. Les puces de flash sont également intégrées dans de nombreux types d'appareils pour le stockage de l'utilisateur. Voilà. Mais voilà, d'autres composants comme pour les ordinateurs, donc il y a les serveurs, les ordinateurs de bureau. On a déjà parlé de ça, hein, les différents, même dans le dernier chapitre, on a parlé des ordinateurs portables. Voilà. Il y a aussi des cartes d'extension, c'est-à-dire qu'on va, l'extension, c'est-à-dire quelque chose qu'on va l'ajouter au serveur ou à la machine de base, hein. Par exemple, ici, il y a une carte d'extension qui s'appelle PC. Euh, donc, elle se branche sur la partie vide. Vous voyez ici, il y a des parties vides extensibles. Voilà. Donc, il y a module Express Card, il y a les adaptateurs USB. Souvent, on utilise ces adaptateurs-là, voilà, pour récupérer des fichiers, sauvegarder des fichiers, etc. Et bien sûr, à travers des connecteurs bien déterminés sur la machine physique. Il y a aussi les bus. Comme j'ai dit, les bus sont les moyens de communication, par exemple, ici, en temps de mémoire. Voilà, ce sont les bus, ce sont en silice. Vous voyez tout ça, la ligne jaune ici, c'est en silice. Donc, il y a bus mémoire, bus frontal, bus PC, PC Express, bus USB, bus Firewire. Il y a plusieurs types, hein. Pour les ports et les connecteurs, comme vous voyez ici, c'est un back-office d'un d'une machine ordinateur. Donc, vous avez tous des connecteurs qui sont déjà, euh, c'est-à-dire intégrés à la machine. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un port réseau. C'est quoi un port réseau? C'est-à-dire que lorsque on a déjà parlé de ça l'autre fois, c'est que lorsque vous allez connecter cette machine, par exemple, à une autre machine, par exemple ici, voilà. Donc, j'ai un autre câble ici, et donc, j'ai un connecteur ici, RJ45, un port réseau, et je fais un câble ici. Et donc, c'est un câble pour la connexion entre la machine 1 et la machine 2. Il y a, voilà, il y a aussi des câbles d'alimentation. Donc, la machine, cette machine, quelque part, je dois l'interconnecter à la prise d'alimentation. Voilà. Il y a aussi, quoi d'autre? Des ports HDMI. Ce port HDMI, le but, c'est par exemple pour le output, c'est-à-dire c'est un port de sortie peut-être. Par exemple, pour faire un affichage sur l'écran. L'écran, elle accepte de HDMI ici. Vous voyez, ce port-là. Et il y a des ports USB pour l'utilisation des USB. Il y a des ports VGA pour des écrans VGA. Voilà. Donc, il y a tout, hein. Même il y a ici, comme vous voyez ici, des fiches. On appelle ça des fiches SMA ou bien CSMA ou EBNC. Et là, pour des antennes. Vous voyez? Et donc, cette machine-là, elle va accepter le réseau ici. Vous voyez? Elle va accepter le réseau filaire, donc comme ça. Ici, c'est le réseau comment? C'est un réseau filaire et elle accepte aussi le réseau, voilà. Ici, à travers le réseau sans fil. Voilà. Et donc, le câblage, ça sera filairement avec le sans fil. Voilà. Comme j'ai dit, hein, ce sont les moyens d'interconnexion. Donc ici, le moniteur VGA, le USB, le moniteur HDMI, le réseau, le son, voilà. Voilà, oui. Un casque, par exemple, si pour l'interconnexion réseau. On a déjà vu le concentrateur. Bon, ici, c'est d'autres éléments, hein, d'autres éléments qu'on peut utiliser dans les infrastructures informatiques. Un concentrateur, comme vous voyez, USB. Donc là, j'ai beaucoup d'USB. Vous voyez ici, ce module-là. Et donc, c'est un concentrateur, c'est-à-dire je peux interconnecter plus, par exemple, un souris et d'autres besoins, flash, etc.
une clé USB et d'autres éléments sur cet élément. Il y a les tablettes, les PC, les tablettes. Donc, on peut ajouter des cartes SIM, quoi d'autre, des prises de casque, des ports mini HDMI, voilà. On peut ajouter autre pour les machines portables, USB, pour réseau, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes que ce qu'on a déjà vu dans l'autre slide, les prises de casque, l'emplacement des mémoires, etc. Donc, comment ça fonctionne le CPU? Le CPU, c'est une unité de traitement. Et donc, il a, comme vous voyez, c'est une chipset. Vous voyez, c'est une chipset circuit intégré. Vous voyez, il est constitué par ce qu'on appelle des unités arithmétiques et logiques, des unités de contrôle, des unités de préoccupation, des unités de codage, des mémoires cache interne, des unités d'interface bus. Voilà, les registres, tout ça. Et bien sûr, il va accepter des entrées à travers les bus. On a déjà vu, hein, les bus, c'est le moyen d'interconnexion avec, par exemple, la mémoire. Et donc, il y aura ici de la discussion, la communication à travers les bus en entrée et sortie. Et bien sûr, il y aura du traitement. Donc, quelque part, vous avez la mémoire, il y a les bus ici, il y a les bus entrée-sortie. Et donc, j'ai des traitements, j'ai de l'information ici. Donc, je vais le traiter, je renvoie le résultat. Voilà. Donc, il y a des unités qu'on a déjà vues, unités de contrôle, toutes les unités qu'on a déjà évoquées. Il y a l'horloge du système et le cycle de la machine. Donc, comment ça fonctionne? Donc, maintenant, au premier lieu, l'instruction est extraite dans la RAM. On a déjà vu la RAM, c'est la mémoire de traitement où j'ai une opération qui va être sauvegardée dans la RAM. La RAM, elle est connectée quelque part avec les puces avec le CPU. Le CPU, il va collecter ces informations-là à travers une unité qui s'appelle arithmétique et logique. Voilà. Et après, il va exécuter les consignes, vont être exécutées. Quatrièmement, on va récupérer les informations de nouveau sur la RAM à travers les registres et les, les bus. Donc, après, on va passer sur une autre section sur l'amélioration des performances de votre système. Donc, généralement, ce sont les bonnes pratiques. Cette partie, ce sont des bonnes pratiques. Si vous avez, par exemple, une machine qui est un peu lente, donc on va penser à ajouter plus de mémoire, hein. Mais on peut voir, par exemple, comment superviser la machine, par exemple, voir, par exemple, combien elle consomme en termes de CPU, combien elle consomme en termes de mémoire, etc. Et comme ça, je peux voir, hein, si ma machine elle consomme beaucoup ou elle consomme toute la taille de mémoire, donc je dois toujours, hein, comme ça. Et donc, je dois penser à une solution pour ajouter de la mémoire sur ma machine. Voilà, c'est très important. Donc, ici, c'est un outil de scan de mémoire euh, sur ma machine. Donc, on peut effectuer de la maintenance système. Donc, vous avez par exemple un outil pour le disque cleanup. Voilà. Donc, c'est-à-dire supprimer peut-être les fichiers temporaires, les fichiers inutiles. Voilà. Sur votre machine, pour la courber, etc. Euh, Dans certains cas, on va acheter un disque dur plus grand. Bon, je dis rien. Et, donc ici, c'est la taille. Il parle de la taille, hein. C'est pas la vitesse. Parce que le choix du disque dur, on va le voir dans le chapitre de stockage, c'est très important dans la machine. Parce qu'il y a différents types de disques sur le marché. Quels sont les critères dans le bon choix du disque?
Mais avant de choisir un disque sur la taille, il y a la disque sur la vitesse. C'est très important. Parce que si vous avez, par exemple, un disque avec une taille de T Tera, de type HDD, et, euh, et un disque de taille 500 Go de type SSD, et bien sûr, le SSD, c'est plus rapide, hein, malgré qu'il est moins, c'est-à-dire moins, il a une faible taille par rapport à l'HDD, c'est plus rapide. Personnellement, je vais choisir le SSD parce que la machine devient plus en plus rapide que la machine HDD, même au cours du démarrage ou autre. Voilà, donc il faut penser à utiliser un autre disque. Voilà, c'est pour la récupération des données, la protection de vos données, etc. Le nouveau disque peut être un disque dur interne ou autre, hein. Donc, on peut juste choisir le bon disque. Voilà. Dans certains cas, on doit améliorer la connexion Internet. Pourquoi améliorer? Voilà. Peut-être que vous avez une connexion 4 mégabytes, 8 mégabytes, 10 mégabytes. Si j'améliore la connexion Internet, voilà. Donc, j'obtiens un système plus performant. Par exemple, je vais utiliser le fibre, par exemple, le fibre optique, le FTTH, à la place de ADSL ou de connexion sans fil. Dans certains cas, il faut mettre à niveau votre carte vidéo. Voilà. Ça dépend de votre application, bien sûr. Ça dépend des applications utilisées sur le travail, par exemple, dans le gaming, dans les jeux vidéo, etc. Donc, il faut penser à une machine avec un graphique très performant parce que ça vous facilite, bien sûr, la qualité. Il va te donner une bonne qualité vidéo sur votre machine. Voilà. Donc, il faut acheter euh, une nouvelle carte seulement. Vous n'avez pas besoin de changer toute la machine, bien sûr, hein. Bien sûr, toujours, il y a des configurations minimales pour voir si je peux ajouter une nouvelle carte, si je peux améliorer des nouvelles cartes avant d'acheter une nouvelle machine parce que c'est pour éviter le gaspillage des ressources financières. Donc, pour rendre la machine plus rapide, on doit améliorer l'architecture. Voilà. Donc, plus rapide, plus froid, plus silencieux, plus économe en termes d'énergie, plus fiable. Donc, les processeurs aujourd'hui sont très rapides. Voilà, avec des technologies lithographiques qui sont imprimées en semi-conducteurs, également qui contiennent des transistors. Voilà. Donc l'idée, même à travers la mémoire et les vitesses de puce, on peut améliorer le traitement et réduire et éliminer le goulot d'étranglement, créer des processeurs avec un nombre croissant de cœurs. Donc si j'ai plusieurs cœurs, je peux augmenter le traitement au niveau de ma machine et j'intègre aussi des GPU, ce qu'on appelle les processeurs graphiques. Voilà. Voilà. Les matériaux sont améliorés. La canalisation. Voilà. Donc, la canalisation, c'est quoi? C'est le traitement parallèle des informations. Par exemple, ici, dans une première étape, je traite une seule instruction. Dans d'autres étapes, je traite deux instructions à la fois. Je traite trois instructions à la fois. C'est très important. Et donc là, si je compare cette méthode, c'est en pipeline, c'est-à-dire un par un, en cadence. C'est cyclique. Par contre, tout ça, comme vous voyez ici, c'est un traitement parallèle. C'est de pipeline parallèle. Vous voyez? Et c'est très important. Parce que si je traite deux informations à la fois, deux instructions à la fois, donc je vais terminer le traitement plus rapidement. J'obtiens le résultat plus rapide. Voilà. Et c'est très important pour nous surtout dans les applications modernes pour éviter le gaspillage de temps et bien sûr, hein, voilà, il y a des, euh, des applications où on a besoin surtout les applications en real time, au temps réel, on a besoin de l'information, c'est-à-dire dans le temps adéquat. Voilà. Donc, on parle de multi-traitement et traitement multiple. Voilà.
Donc, utilisation multitraitement, par exemple, multitraitement peut-être sur différentes machines. Donc, je lance le même traitement sur plusieurs machines et chaque machine, elle va prendre une charge bien déterminée et comme ça, je gagne plus de temps. Voilà. On peut utiliser le multithreading. Voilà, le multithreading, c'est à l'intérieur du processeur, c'est-à-dire que le processeur il va utiliser ou exécuter plusieurs instructions en même temps. Donc, les instructions s'appellent threads. Généralement, on trouve ça dans les serveurs, hein, cette fonctionnalité. Même dans les PC portables, on le trouve actuellement sur quelques machines. Voilà. Tout ça, il va vous aider à travailler rapidement dans le concept des ordinateurs. Donc, les tendances futures, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de tout ça, hein, des machines rapides, avec une capacité de calcul. Donc, on utilise ces applications pour la nanotechnologie, pour l'informatique. Il y a l'informatique quantique, c'est-à-dire l'informatique quantique, c'est quoi? Bon, la nanotechnologie, c'est-à-dire au niveau des circuits intégrés, c'est-à-dire miniaturiser les circuits. Ce sera des circuits très petite taille, comme ça, je vais miniaturiser les machines avec les petites tailles. L'informatique quantique, c'est-à-dire surtout au niveau bus, c'est-à-dire que les bus actuellement sont en silice, la majorité fabriquée, mais on peut, actuellement, il y a beaucoup de chercheurs des laboratoires à travers le monde, ils font des bus en fibre optique. Et comme vous savez, la fibre optique est très largement puissante en termes de calcul, vitesse. Et bien sûr, il va vous ouvrir une nouvelle area d'application des PC ou des machines de calcul, hein. On appelle ça l'informatique optique. Vous voyez, le photonique sur silicon, c'est-à-dire on va intégrer de la fibre optique avec, parce que ici c'est de l'électronique. Vous voyez, tout ça c'est, mais on va ajouter de l'optique. L'optique c'est très rapide, surtout côté émetteur-récepteur et un bus. Donc, on va pousser vers du calcul dans les terabytes, vous voyez, et pétabytes. On va penser sur des puissants 3D. Voilà, des machines peut-être 3D. Et ce sont des concepts ou proof of concept futurs. Merci. Dans cette séance, je vais faire une suite pratique suite à vos demandes sur la partie installation OS Windows 10 peut-être. Ou autre, hein, donc peut-être Linux. Donc au début, je suis sur une machine Windows 10. Donc c'est une machine en fait déjà virtualisée. C'est juste pour la démonstration. Donc je dois, tout début, je dois se connecter à mon navigateur, c'est le Edge, déjà installé par défaut dans les machines Windows 10. Voilà. Donc c'est juste une configuration de base. Voilà. Et après, je vais chercher l'application qui s'appelle VMware Workstation. Voilà. Donc, c'est un hyperviseur, on appelle ça un hyperviseur qu'on peut le télécharger gratuitement juste pour la démonstration. Voilà. Donc, j'ouvre le site web officiel et et la société VMware, elle offre un pack gratuit. C'est Workstation maintenant 17. Donc, je peux le télécharger, je peux le facilement. Et il y a deux versions. Vous voyez ici, donc, il y a la version Windows et la version Linux. Puisque ma machine, c'est de Windows, donc je vais télécharger cette image. Donc, c'est une image, c'est l'application Xer en fait. Voilà. Donc, j'attends le téléchargement. Voilà. Je peux télécharger aussi euh, le Ubuntu. C'est une machine Linux. Donc,
Il y a deux versions en fait. Je vais vous montrer. Donc, je peux télécharger directement ici le download sur le site web officiel de Ubuntu. Donc, toujours dans le téléchargement, il faut penser de télécharger pour des raisons de sécurité. Il faut télécharger les applications ou les logiciels à partir d'un site fiable comme Ubuntu ou autre. Sinon, peut-être il y aura des vulnérabilités. Donc ici, il y a la version desktop. Vous voyez, c'est avec bureau. Voilà. Mais comme vous voyez dans le site, il y a la version desktop qu'on a déjà vue, hein, même pour tous les OS. Et il y a la version serveur. Vous voyez? Et la différence, c'est quoi? C'est la version serveur, on n'a pas de bureau. Surtout sur les machines Linux, il n'y a pas de bureau. Donc, c'est juste un terminal. C'est plus sécurisé. Généralement, les serveurs sont plus sécurisés que les machines voilà, desktop. Mais je peux télécharger cette image desktop, par exemple. Voilà. Donc, il te donne aussi des recommandations sur l'installation. Vous voyez, par exemple, ici 2 GHz. C'est-à-dire, il faut respecter ça. Si vous n'avez pas sur vos machines ces caractéristiques, peut-être la machine, ça sera toujours éteinte. Et donc, ça sera un problème. Donc, il y aura des versions. Vous voyez ici, la version 22.0.4.1, 22.10. Voilà, il y a d'autres versions. Je peux le télécharger ici. Je fais un download. C'est une image ISO. Vous voyez? Mais je peux faire download now. Voilà. C'est une image ISO. Et maintenant, c'est bon. Je vais aller à mon dossier de téléchargement, faire le download et je le lance. Je lance au début le VMware. Voilà, dans le dossier de téléchargement. Voilà. Hum. Au moment où vous avez, bon, j'ai déjà lancé l'application, mais vous avez des fichiers, comme vous voyez ici, l'application VMware Workstation et l'image ISO du Windows, du Ubuntu. Voilà, voilà. Les deux fichiers qu'on a téléchargés. L'application VMware et l'image Ubuntu qu'on doit installer sur une machine Windows 10. Donc, sur la machine Windows 10, on va installer une autre machine Linux. Vous voyez, à travers ce qu'on appelle la virtualisation. Voilà, je fais la suite de l'installation. Next. Compatibilité. Il y a de... Je peux laisser les paramètres par défaut. Next. Donc, il va créer un raccourci sur le bureau et je fais install. Donc, j'attends l'installation. Donc, il est en cours d'installation de VMware Workstation Pro. Mais il y a d'autres versions, hein. Il y a d'autres types qu'on appelle ça le VirtualBox. Le VirtualBox, c'est un outil pour la virtualisation. La virtualisation, c'est de Oracle. Et on peut utiliser aussi le Hyper-V. Le Hyper-V, c'est de Microsoft. Donc, vous avez plusieurs solutions en fait ici. Soit vous utilisez le VMware, soit vous utilisez le VirtualBox, soit vous utilisez le Hyper-V. Ce sont les outils les plus répandus sur le marché. Voilà. Bon. Et un lost de connexion. Je vérifie. Hmm, voilà. Finish. Je viens d'installer. Voilà. Il te demande une licence, mais pas besoin. Donc ici sur le bureau, vous voyez, vous avez le raccourci déjà créé, c'est de VMware Workstation. Donc je lance l'application. Bon, il te demande la licence, mais pas besoin, hein. Donc j'utilise une version d'évaluation de 30 jours. Vous voyez 30 jours ici.
et je fais Finish. Et voilà. Donc, maintenant, vous avez le VMware Workstation installé. Des updates, mais je fais Remind Me Later. Et voilà. Ici, sur le VMware Workstation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer une nouvelle machine virtuelle from scratch. Je peux ouvrir une machine virtuelle. Il y a une petite différence hein, ici entre la création et l'ouverture. L'ouverture, c'est que la machine virtuelle, elle est déjà là. C'est-à-dire, on appelle ça des extensions OVA. Et donc ici, lorsque j'ai téléchargé le, le Ubuntu, il y a le Ubuntu image sous forme ISO, mais je peux télécharger aussi Ubuntu sous forme OVA. Vous voyez? Et là, je vais chercher une image OVA. Voilà. Ici, peut-être, je vais télécharger à partir de Linux Image. Et là, pour Linux Image, il te dit, voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher, par exemple, une version le 20. Voilà, vous voyez, il y a des versions pour le VirtualBox et le VMware. Puisqu'on travaille sur le VM, je peux télécharger celui-ci. Euh, voilà. Mais je cherche encore si on a de OVA. Est-ce que il s'agit correctement de OVA ou non? Je vais télécharger peut-être cette image. Bon, je balaye, hein. Donc, je balaye et il te dit, voilà, les logins, puisque c'est une image préconfigurée, il te donne les logins. Les logins, c'est Ubuntu, avec les détails qu'on a déjà vus, hein, les détails techniques, avec le réseau en mode NAT. Bon, le réseau, c'est très important pour avoir une adresse IP. Voilà, je peux télécharger un regular image, par exemple celui-ci. Donc, il y a un compte à rebours. Bon, ce sont deux méthodes d'installation. Vous voyez ici, c'est un dossier. Je vais commencer par l'installation de la première. La première méthode, c'est l'image. Donc, je vais créer une machine virtuelle. Next. Là, il te dit, c'est la section de boot. On n'a pas un DVD, mais on a une image ISO. Donc, je sélectionne la deuxième et je vais parcourir le dossier de téléchargement. Voilà, le download, le téléchargement. Je sélectionne le Ubuntu. Voilà, c'est l'image ISO. Vous voyez ici. Et voilà. Donc, il te dit que l'image est 64 bits Ubuntu. Je lance. Je peux personnaliser, par exemple, ici, je vais mettre Sofiane, username Sofiane. Je vais mettre tout par défaut, le même, juste pour la démonstration. Voilà. Les usernames et password qu'on va en a besoin après pour le login. Ou je vais sauvegarder la machine, c'est sur le set point. Je vais choisir la location par défaut. Mais je peux, euh, ici, je peux nommer Ubuntu ISO. Voilà, peut-être, c'est-à-dire installer à partir d'un ISO. Je fais next, le disque, peut-être, je peux choisir 100 gigas. Après, je peux personnaliser le hardware. Et on a dans les critères mais, déjà demandés 2 CPU, 4 Go de RAM, le NAT, etc. Et je lance. C'est bon. Maintenant, je lance l'installation. Mais il te dit, voilà, hmm, il y a un Hyper-V. Vous voyez ici. Bon. Sur les machines locales, ça passe bien pour vous. Donc après, parce qu'il y a du Hyper-V. Et le Hyper-V de Microsoft, c'est-à-dire il est déjà configuré. Donc je vais voir si on a de Hyper-V ici. Hmm, voilà, c'est l'Hyper-V. Parce que ce sont ils sont concurrentiels en fait. Vous voyez?
Peut-être il faut travailler mieux avec Hyper-V. Je vais faire la réinstallation avec Hyper-V, peut-être. Ça sera mieux. En fait, Hyper-V, c'est le, 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 le produit Microsoft pour la virtualisation. Et le VMware Workstation, c'est le produit VMware pour la virtualisation. Mais il te demande d'un restart. Je vais faire un redémarrage du système. Juste un moment. Le système, il va redémarrer. Et je vais se connecter de nouveau. Mais pour vous, ça marche bien, hein. Ça sera lorsque vous faites la démonstration sur la machine physique. Peut-être il y a des problèmes, mais si on a un problème, il faut le mettre sur Google pour trouver une solution. Mais normalement, ça marche. Si l'option virtualisation elle est activée au niveau euh, boot, donc au niveau BIOS surtout, donc ça marche. Il n'y a aucun souci. Donc, je tape de nouveau le mot de passe parce que je travaille dans un environnement virtualisé. Je travaille pas en local, je travaille sur un environnement virtualisé. Et j'essaie de se connecter de nouveau, mais je travaille avec Hyper-V. Je vais essayer d'utiliser Hyper-V, le manager Hyper-V. Hmm, voilà, je cherche de nouveau. Il y a des applications qui s'ouvrent. Voilà, vous voyez le Hyper-V. Donc, puisqu'on a installé le Hyper-V, je me lance. Voilà. Et là, c'est un autre environnement. C'est comme le VMware. La VM ici, je vais créer une new virtual machine. Donc, c'est une nouvelle machine virtuelle. Donc, je fais Next. Je vais nommer ça Ubuntu. Voilà, je laisse tout ça par défaut. Next. Next. On va charger des paramétrages peut-être. Mhm. Donc, j'attends le rechargement. Toujours en attente de rechargement. Ouais, faire comme ça. Hmm. Et je vais faire close. Hmm. Je lance de nouveau, hein. Je vais lancer de nouveau parce que ça plante. Hmm.
Voilà. Ubuntu. Next. Hmm. Donc peut-être il faut attendre. Ouais. Je vais voir en local si j'ai des machines. Training. Je vais chercher. En fait, j'ai de Ubuntu en local. On peut tester aussi. Voilà. Est-ce que ça marche? Donc, je vais donner 4 gigas à cette machine. 4000 gigas, 4000 mégas. Je peux mettre 5000, hein, 5 gigas. Next. Ici, il faut ajouter un switcher virtuel. Je vais mettre par défaut. Et il va créer un disque virtuel. Je vais attacher l'image ISO de Ubuntu. Download. Hmm, Voilà. Je vais attacher cette image. Je fais Next. Finish. Tout ça, je vais l'annuler. J'ai pas besoin. Voilà. Ici, le Ubuntu. Je lance. C'est le panel de. Ici, c'est deux panels, vous voyez. Donc, il y a un panel pour le Hyper-V et un panel pour la machine virtuelle Ubuntu. Je lance avec Star. C'est-à-dire, j'allume la machine, puis je me connecte à la machine. Voilà. Donc, je me connecte à la machine. Voilà. Donc, on va installer. Tu dis try to install. C'est avec le clavier, on peut faire l'installation. Je vais entrer du clavier. Et voilà, donc il est en cours. Donc, vous avez des étapes. Il faut suivre les étapes d'installation. Voilà. Bon, l'installation, elle peut prendre un peu de temps. Ça dépend, bien sûr, euh, de la durée. Voilà, il se lance. Il lance des scripts d'installation. Il est en cours d'installer. Donc, on va suivre les étapes, hein. Donc,
Donc, il faut l'attendre, hein. Il va prendre un peu de temps, comme vous voyez, pendant l'installation. Donc, il faut suivre les étapes, toutes les étapes jusqu'à la fin. Et après, vous pouvez se connecter facilement à la machine et vous avez le terminal. Voilà. Il y a de load, vous voyez. Il y a quelques loads ici, téléchargement. Voilà, donc on va faire la suite, hein. Donc, donc, on va installer quoi? Donc, en langue française. Donc, je vais mettre curseur là-dedans. Je choisis la langue française. Puis, je fais install. C'est pas ici, c'est install Ubuntu. Donc, je dois installer. Donc, c'est en langue française. Donc, je vais faire. Je vais tester le clavier, par exemple. Test. Donc, ça marche. Ah, voilà, c'est bon. Je vais continuer. Donc, il te dit installation normale avec des dépendances, des mises à jour, etc. C'est à vous de choisir tout ça. Et je vais continuer. Ici, il te demande d'effacer le disque et d'installer Ubuntu. Je peux choisir. euh, donc, ici, c'est de la répartition. Donc, je vais comme étant en formatage et installation. Donc, ici, il y aura des partitions sur les disques qui vont être créées pour le système. Je vais continuer, juste pour la démonstration. Donc, pour le time zone, je peux choisir, euh, Comoros. Par exemple, je vais utiliser Tunisie. Voilà, voilà, je vais choisir celui-ci. Je fais continuer. Euh, je peux mettre mon nom, Sofiane. L'utilisateur, ça sera Sofiane. Le mot de passe, ça sera Sofiane aussi. C'est des mots de passe acceptables. Il te dit ouvrir la session automatiquement ou avec mot de passe. C'est à vous de choisir ici. Il faut taper quelque part le mot de passe. Donc voilà, il va charger les dossiers et les fichiers d'installation. Et bien sûr, il faut attendre. Voilà. Bienvenue sur Ubuntu. Donc, on va laisser ça. Il doit être installé. Donc, je vais. Il faut attendre l'installation. Après, on continue. D'accord? Donc, juste quelques minutes et on continue sur l'installation.
Voilà, il est sur le point de copier les fichiers. Voilà. Donc, tu dis un message, copie des fichiers presque terminé. Et maintenant, il va faire l'installation. Donc, on va attendre aussi hein, l'installation du Ubuntu desktop sur la machine virtuelle. Donc, il y a toujours des téléchargements. Oui, parce qu'on a dit dans l'installation, il doit télécharger quelques fichiers pour le but de mise à jour du système. Voilà. Donc, il va télécharger puis l'installer. Donc, on va attendre la checklist jusqu'à l'installation. Quelques minutes, s'il vous plaît.
Voilà, maintenant on a terminé l'installation. Il t'affiche un message de redémarrer la machine. Donc je vais le redémarrer. La VM, c'est une machine virtuelle en fait. Donc on va le redémarrer. Et la VM, elle tourne comme on a déjà vu. Elle tourne où? Où exactement? Elle tourne, elle est sur Hyper-V. Vous voyez? Elle est là. Elle est sur Hyper-V. L'Hyper-V, c'est l'hyperviseur de Microsoft. Et donc là, voilà, j'essaie de se connecter. Voilà. Elle est en cours de démarrage. Voilà la VM. Elle est en mode running. Voilà. Bien sûr, j'ai euh, des caractéristiques techniques de cette machine virtuelle. Je peux le superviser ici. C'est une machine Ubuntu en mode running. La consommation de CPU. Vous voyez le CPU qu'on a déjà parlé, c'est 1%. Les mémoires, c'est environ affecté, c'est environ 4 gigas. Le uptime, c'est-à-dire elle a 20 secondes en cours, hmm, 20 minutes en cours d'exécution, la configuration, etc. Mais je peux aussi faire, j'ai un panel ici, je peux se connecter à la machine virtuelle, je peux voir le setting de la machine virtuelle, c'est-à-dire le paramétrage, si je veux modifier par exemple la mémoire, voilà. J'ai des paramètres à modifier, les disques, la carte réseau, voilà, et d'autres si vous voulez. Mais je peux faire le shutdown, fermer, sauvegarder, etc. Toujours en cours de démarrage. Il dit il faut faire remove. Je vais faire hmm, il y a le média. Voilà. Donc il y a quelques messages d'erreur. Je peux fermer. Je pense que je dois le fermer. Je fais un shutdown. Je vais faire un start. Je vais faire un connect. Je me connecte de nouveau. Et là, à un moment, c'est en cours de démarrage. Voilà. On attend l'installation, le démarrage du système Ubuntu, Linux. Quand même, l'installation, elle va prendre beaucoup de temps, hein. C'est ça. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, le hardware, etc. Donc, c'est très important de fixer beaucoup de choses, des paramètres, les RAM, le CPU, voilà. Il faut préparer une bonne machine, bien sûr, pour l'installation. Sinon, une bonne connexion Internet aussi, c'est important pour lancer ces types de machines virtuelles qui consomment euh, le réseau Internet. Voilà, voilà. Donc ici, c'est l'utilisateur, c'est Sofiane. Je tape le mot de passe Sofiane aussi. Et voilà, nous avons
Mhm. Est-ce qu'il est... Il dit désolé. Bon, s'il cherche un mot de passe majuscule. Et voilà. Vous voyez, vous avez la machine Linux. Voilà, vous avez le terminal. Il faut le chercher ici, les applications. Vous avez le terminal. Et voilà. LS, les commandes de base. Mkdir, par exemple, si je crée un dossier, par exemple, technologie, voilà, ls, hum, voilà, le dossier, il est créé, il est là, il s'appelle technologie. Et voilà, on vient d'installer la VM hein, avec succès. Donc, dans cette démonstration, je vous réponds à la question comment installer une machine Linux desktop. Vous voyez, c'est un bureau ici de Linux sur Windows 10. Donc, j'ai démarré avec VMware, puisque VMware il a un conflit avec Hyper-V, donc j'ai lancé aussi Hyper-V et j'ai fait la création from scratch à partir d'une image ISO. J'espère que la démonstration elle est claire. Essayez de refaire l'installation telle que la vidéo. Et si vous avez des questions, on va le voir dans la science en ligne. Merci à vous. Bye bye.